bien la première fois qu'il fait des étincelles avec sa bite. Et on bandera quand on aura envie de bander. C'est drôle. Ça va que tu parles comme ça, hein? Un bonhomme, substantif masculin et adjectif, selon le dictionnaire, c'est un homme bon, vertueux, d'un comportement favorable, agréable à autrui. Alors pourquoi, quand on entend Ils vont voir si je suis pas un bonhomme, on a l'impression que ça veut dire autre chose? Bonjour, c'est Victoire de la Maison Neuve et vous écoutez Bonhomme, le podcast sur les nouvelles masculinités du magazine GQ. L'invité de cet épisode, c'est le stand-upper et comédien Donald Jacksman. Il nous a parlé de sa mère, de ses complexes d'adolescent et de son évolution depuis son enfance à Villiers-le-Bel. Voici d'abord sa définition du bonhomme. Un bonhomme, je sais pas si c'est une définition unique du bonhomme, parce que ça dépend d'où tu viens, ça dépend de ton parcours. Moi, je sais que je viens de banlieue. En banlieue, un bonhomme, c'est un mec qui a peur de rien. C'est ça, un bonhomme. Donc, quand j'étais banlieusard, pour moi, un bonhomme, c'est un mec qui a peur de rien. Une fois que tu deviens adulte, bah, tu te rends compte qu'en fait, un bonhomme, c'est quelqu'un, justement, qui a peur des choses. C'est ça, être un bonhomme. C'est reconnaître que tu as peur. Et toi, t'es quel bonhomme, du coup? Je suis le mix des deux. Je suis un bonhomme qui a peur de rien, mais qui sait qu'il a peur de certaines choses. Tu sais de quoi t'as peur, par exemple? Oui, j'ai des petites angoisses, j'ai peur de la vie, j'ai peur du temps qui passe, j'ai peur de ma mère, de voir le temps qui passe sur elle, j'ai peur de ce moment un peu fatal qu'on connaît tous, qui est la séparation de ses parents, la perte de ses parents. Donc plus moi je vieillis, ça me renvoie aussi à ce que ma mère vit. Donc je vieillis, elle vieillit. Donc une espèce de course contre la montre entre nous deux qui des fois m'angoisse un peu. Et c'était qui les bonhommes, ou plutôt les hommes de ta vie qui t'ont entouré en grandissant? Alors moi, comme j'ai pas connu mon père, les hommes de ma vie, ça a été ma mère. Ma mère était vraiment un bonhomme, pour le coup. C'était un bonhomme qui a élevé 4 enfants toute seule dans une banlieue difficile, à Villiers-le-Bel, dans un quartier très difficile, le quartier le plus dangereux de Villiers, qui s'appelle la ZAC. Donc, pour élever 4 enfants là-dedans, faut être un bonhomme, faut être une femme à la fois. C'était notre papa, c'était à la fois notre maman aussi. Donc, c'est un modèle de bonhomme. Moi, ce serait ma mère, vraiment. Et t'étais quel genre de petit garçon? J'étais un garçon très brillant, très intelligent, mais en même temps qui aimait bien traîner avec c'est comme si j'assumais pas d'avoir des capacités intellectuelles, j'assumais pas d'être dans les premiers de la classe pour avoir un peu ce qu'on appelle aujourd'hui, je pense, la street credibility. Il fallait que je sois toujours avec les mecs qui foutent le bordel, il fallait que je sois toujours dans les sales coups. Et c'est déjà dans l'enfance que j'ai appris l'inégalité qu'il y a dans le système scolaire. C'est-à-dire que quand tu travailles bien à l'école, bah, les profs, l'administration ont toujours ce truc où ce ne sera jamais de ta faute. Ça peut pas être de ta faute. Tu travailles bien. Tu peux pas être un fouteur de merde si tu travailles bien. Donc forcément, il faut des coupables. Et les coupables, c'est toujours les autres. Donc moi, j'étais toujours dans des galères. Mais à chaque fois, je disais, mais non, mais c'est pas lui. Il se laisse engrainer par les autres. Arrête de marcher avec ces gens-là. Et tout de suite, j'ai compris déjà qu'il y a un truc, une inégalité à l'école qui est frappante, quoi. Si tu travailles bien, forcément, t'es forcément quelqu'un de bien, quelqu'un qui fait pas de bêtises, quelqu'un qui ne pourra que se faire engrainer par ceux qui travaillent mal, qui par définition sont des fouteurs de merde, les mauvaises graines, quoi. Mais t'étais quelqu'un de bien? Ah oui, moi j'étais quelqu'un de bien, mais comme j'avais compris que en travaillant bien, j'avais des passe droits, bah j'étais aussi dans les sales coups. Et ton éducation quand t'étais enfant, c'était pareil pour toi? T'as des frères et sœurs, ou que des frères ou que des sœurs? J'ai un frère et 2 sœurs. D'accord. Et c'était pareil, l'éducation à la maison, quelle que soit, que ce soit une sœur, un frère? C'était pareil pour tout le monde. Ma mère était vraiment, je dirais, stricte, mais stricte par la force des choses. Moi, ça me fait marrer quand je lis beaucoup aujourd'hui de bouquins ou j'entends des lois sur les nouvelles façons d'éduquer les enfants. Je vois qu'ils avaient envoyé au Parlement un rapport qui dit il ne faudra plus obliger les enfants à manger des choses. Il faudra, quand tu réveilles ton enfant le matin, s'il veut pas se réveiller, il faut que tu prennes le temps de lui expliquer qu'il faut qu'il se réveille. Ça marche pour, je pense, un couple
hommes, femmes, ensemble, unis, ils s'aiment, il y a un pouvoir d'achat, ça fait des brunchs, ça mange du quinoa, je pense que ouais. Mais quand tu es un parent seul avec 4 enfants, tu ne peux que être dur. J'y crois pas aux parents seuls avec 4 enfants qui est dans la cool attitude. Tu peux pas. Ma mère, le matin, quand elle disait réveillez-vous, elle voulait pas le dire 10 fois. On était 4. C'était chacun doit se réveiller. Elle était vraiment stricte. Mais pour le bien de nous tous, elle était forcée. Je vois pas comment tu peux élever 4 enfants en banlieue difficile, sans mari, si t'es pas strict. À chaque coin de rue, il y a une connerie qui nous attend. À chaque rencontre, à chaque ami que nous avons, il y a une connerie qui est derrière. L'ennemi du banlieusard, c'est l'ennui. L'ennui est partout dans la banlieue. Donc si jamais t'es pas strict, si t'es pas derrière tes enfants, et si t'es pas dur, c'est pour ça que ma mère, elle a été vraiment dure, mais je n'en ai jamais voulu, parce que j'ai compris pourquoi elle était si dure. C'était vraiment, on a eu une éducation très stricte. Ouais. Et t'avais peur de ta mère, de son autorité, des conséquences? Oui, j'avais, mais toujours aujourd'hui. Je pense que c'est un truc qui est propre dans les cultures africaines ou maghrébines. Il y a un truc qui est, même aujourd'hui, ma mère, je parle pas plus fort qu'elle, jamais hausser le ton. C'est dans nos cultures. J'ai plein de potes occidentaux. Je vois le rapport qu'ils ont avec leurs parents, cette espèce d'échange libre où quand l'enfant, ça l'énerve ou quand il a un truc à dire à ses parents, bah, il dit à ses parents. Des fois, ils s'engueulent, des fois, ils s'insultent. Ça m'a toujours fasciné. Mais c'est vrai que moi, dans ma culture, j'ai jamais été habitué à ce genre d'échange. Ma mère, j'ai jamais parlé plus haut qu'elle. J'ai jamais, même l'espèce de ah, ça va, c'est bon. Ma mère ne permettait même pas ce degré de liberté, entre guillemets, quoi. Donc, on a toujours été très respectueux, pas un mot au-dessus de l'autre. Et d'un autre côté, vous montriez votre affection. Est-ce que l'affection était présente? L'affection était présente, mais c'est pareil. Je sais pas si c'est un truc qui est culturel ou si c'est un truc d'ancienne génération de parents. Mais ma mère faisait pas partie des personnes super expressive dans les sentiments, elle était plus dans les actes. Et je pense que c'est cette espèce de déformation qu'on retrouve après aussi nous en tant que garçons quand on est dans des relations. Je sais que moi, quand je suis dans des relations, je suis pas quelqu'un de super expressif. Je suis quelqu'un de très présent dans les actes, mais dans les mots, je crois que c'est une déformation que j'ai due à ma mère. Ouais. Oui, il y a d'autres choses que tu as pris de ta mère, de traits de caractère, de particularités, ou tu t'es construit plutôt à l'inverse? Non, je pense que ma mère m'a éduqué de plusieurs façons avec mes frères et sœurs. Par exemple, elle faisait pas de disparité filles-garçons. Pour elle, il n'y avait pas ce truc, le ménage c'est pour les filles, machin. À la maison, tout le monde faisait le ménage. Il y avait, chacun avait un jour de ménage. Personne ne se lève de table en prenant que son assiette, par exemple, ou celui qui se lève de table, c'est-à-dire que tu débarrasses pour tout le monde. Ma mère m'a toujours dit, les femmes ne sont pas là pour te faire à manger, elles sont pas là pour faire le ménage, elles sont pas là pour gérer ta vie. T'es un grand garçon, tu vas aider ta femme dans les tâches ménagères, dans la cuisine et dans tout ça. Donc moi, je suis un garçon que j'ai toujours été habitué à faire le ménage, j'étais habitué à... Je suis pas maniaque, mais j'aime bien que les maisons propres. C'est sûrement dû à ma mère, ça. Je fais le repassage, je me suis toujours débrouillé tout seul, quoi. Et la cuisine, ma mère m'a appris à faire la cuisine et j'ai cuisiné un petit peu. Et après, la chance que j'ai eue pour le coup, c'est que je suis toujours tombé sur des gens qui aiment bien faire la cuisine. Donc, j'ai pas eu à le faire. Mais non, ma mère m'a toujours habitué à, comme si, je sais pas, il faudra que j'en parle avec elle, mais comme si elle pensait que je finirais seul, je sais pas. Elle m'a toujours dit, ne compte sur personne. Il faut que tu saches être bon à tous les postes de la vie, de l'entretien d'une maison jusqu'à dans ta vie d'homme dans le travail, quoi. Et tu te souviens comment s'est construite ta masculinité? S'il y avait des copains à l'école qui t'inspiraient, t'avais envie d'être comme eux, ou des célébrités? Grâce à quoi ça s'est construit? Du sport, des passions, des potes? Moi, je suis vraiment ce qu'on appelle un pur produit de banlieue. Et donc, mais la chance que j'ai eue, c'est le sport. C'est-à-dire que j'ai fait du basket. J'ai fait du basket très jeune. Et j'ai gravi assez vite les échelons. J'étais en équipe d'Île-de-France. Donc tout de suite, j'étais habitué à sortir de la banlieue. J'ai fait du théâtre au cours Florent. Tout de suite, ça m'a montré autre chose. Et je pense que c'est en ayant différentes visions de différentes cultures et communautés qu'on comprend un petit peu la masculinité. En étant dans ma banlieue, vraiment à Villiers-le-Bel, pour moi, la masculinité, c'était t'as un homme, c'est toi le boss, tu marches dans la rue, t'as un caïd.
il y a les garçons d'un côté, les filles d'un côté. Même les films qu'on regardait, c'était beaucoup des films de voyous, c'était des films de gangsters, c'était des films Scarface, d'Al Pacino, de Brad De Palma avec Al Pacino, Le Parrain. C'était que des figures très masculines, très viriles, très violentes, mais toujours avec une petite femme à côté qui les fragilise un peu. La femme n'a pas grand pouvoir dans les films, mais quand même. Et donc j'aimais bien toutes ces figures un peu masculines. Et après, quand je commençais à découvrir le théâtre, commençais à découvrir les cours Florent, commençais à découvrir d'autres communautés, je commençais à découvrir aussi des grands personnages féminins, une autre sorte de masculinité. Je commençais à découvrir des mecs beaucoup plus sensibles, beaucoup plus fragiles, beaucoup plus qui parlent comme ça. Ouais, mais t'as vu, je comprends pas là. Au début, je me fous de leur gueule et après, je commence à voir aussi cette fragilité que nous, en banlieue, je sais pas, il y a un code qui fait qu'on doit pas l'exprimer, on doit rester fort tout le temps. Par des phrases que tu entends souvent, un garçon, ça pleure pas, t'es un bonhomme, tu dois vraiment être fort pour les autres. Donc ouais, moi je me suis construit sur vraiment des modèles très très masculins. Et puis un modèle que j'ai beaucoup aimé, c'est grâce ou à cause de lui que j'ai voulu vraiment faire ce métier, c'est Denzel Washington. C'est un acteur, tout de suite quand je l'ai vu, j'ai aimé cet acteur, j'ai aimé vraiment Denzel Washington, j'ai aimé sa classe, j'ai aimé son côté beau gosse, en même temps il joue pas le beau gosse, sexy mais il fait pas le sexy, brillant mais il fait pas le brillant. Il y a un truc chez Denzel qui, je trouve qu'il laisse son charisme et sa beauté parler pour lui. Et ça m'a intrigué. Je me suis dit, mais non, t'as pas besoin des fois d'en faire des tonnes, t'as pas besoin. Et j'ai commencé à chercher sa vie, à fouiller un peu partout. Et j'ai vu tout ce qu'il faisait, j'ai vu son combat, j'ai vu comme l'amour qu'il a pour sa maman, pour les femmes, Et je me suis dit, mais j'aimerais trop être Denzel Washington, en fait. Et c'est vraiment... S'il y avait deux modèles de mecs dans ma vie, il y a eu Denzel Washington et Michael Jordan pour le sport. Et comment on fait quand on a une idole comme ça, en attitude, en façon de penser, même physique, pour lui ressembler? Est-ce que... Ah bah, déjà, moi, Denzel, j'ai vu tous ses films, j'ai connais par cœur. Et à un moment, ouais, dans ta tête, tu te dis, je suis Denzel. Tu te dis, je suis Denzel. Denzel a une démarche. Je vais marcher comme Denzel. Denzel, c'est un mec qui parle pas beaucoup. Il écoute plus qu'il parle. Bah, je vais faire pareil. Je vais pas beaucoup parler. Je vais écouter. Et après, tu te rends compte que c'est vrai qu'en écoutant plus qu'on ne parle, on apprend beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Et je commence à faire des cours Florent pour Denzel. J'ai envie d'être comédien. Il faut que je joue des films. Et après, j'avais oublié que, on est en France. Et en France, bon, il n'y a pas de Denzel, quoi. Homme, ça s'écrit pas comme arme, fiston. À toi de choisir. T'as du talent. T'as une chance et je veux pas t'entendre parler de contexte ou tout ce que ta mère pouvait pas te donner ou des blancs qui te donnent pas ta chance. Tu as une chance. Serre-t'en pendant que t'es encore en vie. Et à l'inverse, est-ce qu'il y avait des modèles que t'admirais qui, aujourd'hui, dû au fait que t'as évolué, sont plus du tout valables pour toi? Ah oui, tous les grands de mon quartier. La plupart des grands de mon quartier, c'était quand j'étais gamin, je les voyais comme je les idolâtrais. C'est des mecs avec des meufs, changeaient tout le temps de meufs. Certains étaient dans des business, certains avaient même fait de la prison. Il y avait ce truc-là où un mec qui sortait de prison, c'était un peu le roi du quartier. Et tu te dis, putain, c'est vraiment, il a toujours les belles baskets, il est toujours à la pointe de la technologie. Quand les beepers sont sortis, le mec il a un beeper. Quand les bebop sont sortis, il a un bebop. Quand les téléphones portables sortent, un téléphone portable. Les voitures et tout. C'est l'espèce de capitalisme de banlieue, tu vois. T'as envie de ça. Même quand on te dit comment il a fait pour avoir ça, on te dit, je sais pas, il a fait un braquage. On te dit qu'il a agressé des gens. Ça pour toi, c'est pas grave, quoi. C'est la fin justifie les moyens. Et après, quand tu grandis, et même quand je regarde les films, Scarface, qui était l'un de mes films préférés, quand tu le revois, tu te dis, mais quel enfoiré, quoi, Tony Montana, quoi. Tu te dis, heureusement qu'il a crevé, ce mec-là. C'est comme là, je regardais sur Netflix Narcos, avec Pablo Escobar. Je sais que jeune, Pablo, dans les quartiers, c'est un mec, voilà, il y a une réussite à la Pablo, parti de rien, créer un empire. Et après, quand tu regardes aujourd'hui la vie de Pablo, tu fais, bah non, en fait, c'est pas bien ce qu'il a fait, c'est grave. Donc ouais, j'ai plein d'idoles comme ça, jeunes, mais que je ne renierai jamais l'amour que j'ai pour eux, parce que derrière tout voyou, quand même, c'est ça qui est beau, se cache, quand il s'ouvre et quand il t'aime bien et quand tu parles avec lui, il se cache une personne très douce, très calme,
très bienveillante, qui contraste avec la violence que cette personne peut avoir dans son élément, dans son milieu naturel, qui est très très violent. Donc aujourd'hui, avec du recul, il y a beaucoup de voyous que c'est pas bien ce qu'ils ont fait, c'est pas des bons modèles, mais au fond, c'était quand même des personnes bien, c'est ça le paradoxe. Et aujourd'hui, c'est quoi pour toi être viril? Si ça veut dire quelque chose. Ouais, je sais pas ce que ça veut dire aujourd'hui être viril. Parce que viril, ça amène à une certaine masculinité, ça amène à... Alors que je sais pas si c'est juste un terme masculin, viril. Est-ce qu'une femme peut pas être virile? Je me rends pas compte, c'est-à-dire quoi aujourd'hui être viril? Parce que je pense qu'il n'y a pas de définition précise. Je pense que viril, ça va avec un charisme. Je dirais plus le charisme. Il y a des charismes où, sans rien faire, tu dégages une énergie folle. Et tu as des charismes où tu as besoin d'en faire des tonnes pour être présent. Donc moi, ma personnalité à moi, je dirais que je suis quelqu'un de viril, mais je suis quelqu'un à la fois... j'ai une voix assez douce, assez tranquille, c'est pas la voix de Barry White, c'est pas la voix des gros stars américaines aux gros bras. Donc moi, je t'appelle au téléphone, tu te dis pas ce mec est peut-être viril, mais je pense que même dans la douceur, la virilité. Pour moi aujourd'hui, être viril, c'est comme être un homme. Aujourd'hui, c'est être dans des nuances et dans des subtilités. Pour moi, l'homme d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est nuancé. Et alors, il y a aussi le sujet de l'apparence physique. Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour toi? Est-ce que tu as toujours été à l'aise avec ton apparence physique? Je pense que le physique, au départ, c'est un truc que tu ne vois pas toi. Puisque ton visage, tu ne vois pas à moins d'être devant une glace ou devant un être humain. Et donc, c'est les autres qui te ramènent à ton physique. Moi, mon physique, tout de suite, quand j'étais jeune, la première chose que vraiment les gens me renvoyaient, c'est que j'étais noir foncé. C'est que je suis très très noir. Et donc, surtout en banlieue, on cherche souvent un axe d'attaque sur les personnes, sur quoi on va le tailler. Donc moi, c'était, ouais, il est noir, lui, c'est même plus noir, il est bleu, il est noir comme la nuit, tu vois. Donc longtemps, et puis comme j'étais avec plein de potes noirs, mais des moins noirs, et beaucoup de métis, beaucoup d'antillais, beaucoup de teint marron, caramel, parce que je sais que chez les noirs, il y a 50 nuances de noir, en fait. Et donc le premier truc vraiment, c'était, ouais, il est très très noir, machin, qui au départ, c'est pas que ça me complexait, mais ça me saoulait, quoi, à chaque fois de pourquoi c'est moi le plus noir de la bande, pourquoi machin, pourquoi truc. Donc ouais, le fait d'être très 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 noir m'a complexé. Et après, justement, quand j'ai commencé à grandir, j'ai commencé à étudier, à me documenter, à apprendre beaucoup de choses sur l'Afrique, machin. Et ben après, j'étais content. Je me suis dit non, en fait, être noir comme moi, c'est bien. C'est parce que c'était rare d'être noir, comme ils disent, noir charbon comme ça. C'est très rare. Et puis je me suis fait avec. Et ce qui était pour certaines personnes, une espèce de truc comme une anomalie, comme j'étais le seul, ben moi j'en ai fait une force. Le fait que je sois le seul, c'est-à-dire que j'étais atypique. Est-ce que tu trouves que ton enveloppe corporelle correspond bien à qui t'es à l'intérieur? Est-ce que c'est en accord avec la personne que t'as l'impression d'être? Oui et non. Bon, après, j'aurais bien voulu, comme j'ai toujours aimé le basket, machin, moi si j'avais fini à 1,90, 2 mètres, j'aurais kiffé. J'aurais bien voulu être vraiment beaucoup plus grand. D'ailleurs, c'est ce qui m'a fait arrêter le basket, c'est que j'ai joué longtemps à un haut niveau. Tu mesures combien là? 1,75. Et à un haut niveau, mes potes avec qui je passais les camps d'été, avec qui on jouait, tous ces joueurs en été, on s'est séparés pendant un été. Je les ai revus un an après. Ils faisaient tous 1,90. Ils faisaient 1,90, 1,98. J'avais mon pote Moussa qui faisait 2 mètres. Il faisait 1,60, 1,80. Il avait pris quasiment plus de 15 à 18 cm en un an. Il voulait plus de toi dans l'équipe après? Non, mais quand tu les revois, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde a un peu grandi. Moi, j'ai pas grandi, donc moi, je serais pas quelqu'un de très grand. Donc, qu'est-ce que je fais dans ce sport-là? Et ça devient très, très dur. Quand tu fais 1m70 dans un terrain de basket, il faut que tu sois vraiment extrêmement brillant. Et j'étais pas brillant à ce niveau-là. Quand tu vois des mecs comme Tony Parker, il fait 1,85, je crois. Tony Parker, 1,85. C'est petit, en fait. Mais il a développé quelque chose qui a fait qu'il a surpassé tout le monde. Le plus petit basketteur de l'NBA s'appelle Muggsy Bogues. Il faisait 1,58 m.
1m58, mais il avait un talent énormissime. Et moi, j'avais pas ce talent énormissime. Donc, ça m'a frustré, ça m'a énervé, et j'ai arrêté le basket. Ouais, mon enveloppe, je trouve elle est assez bien, je suis assez proportionné, je suis pas gros, je suis pas maigre. Juste, oui, on me dit, qu'est-ce que tu aimerais changer? Je dis, mettez-moi 15 cm de plus, ouais. Est-ce que tu es quelqu'un de sensible? Je suis quelqu'un de sensible, mais qui n'exprime pas facilement sa sensibilité. C'est-à-dire, je peux voir des films, je peux être ému, ça peut me toucher, mais j'ai du mal à pleurer, par exemple. Jamais devant un film, par exemple. Tu pleures jamais devant un film? Jamais. J'ai pas réussi encore. J'ai déjà eu des films qui m'ont vraiment mis les larmes au bord des yeux, mais j'ai pas encore réussi. Tu te souviens de ce que c'était, enfin les moments qui t'émeuvent en particulier? L'un des films qui m'a le plus ému, je me rappelle La Couleur pourpre. La Couleur pourpre. J'avais vu ce film quand j'étais gamin, avec Whoopi Goldberg, avec Danny Glover. Comment il était dur avec cette femme et tout. C'est un film vraiment qui m'a ému. L'un des derniers films qui m'a vraiment ému, c'était, je me rappelle, Lion. Lion, avec ce petit enfant en Inde qui est tout seul. Ça m'a vraiment ému. Et dernièrement, j'ai vu Marriage Story. Marriage Story sur Netflix. La déchéance d'un couple, c'est super bien joué. Et ouais, vraiment, tu te dis, ça commence à monter, mais ça sort pas encore. Tu disais que t'étais pas spécialement romantique? Ou j'ai compris non, ça. je suis romantique, mais en fait, je suis romantique dans les actes. Moi, ce qui m'emmerde dans le romantisme et dans tout ça, c'est le préambule. C'est-à-dire que le romantisme, par exemple, un restaurant, si j'invite ma copine au restaurant, ça, c'est romantique. Mais tout le préambule avant, qu'il faille que... ma chérie, tu sais peut-être pas ce qu'on va faire samedi, et nanana, et mettre, quand elle rentre, il y a une carte, oh, regarde dans la salle de bain, oh, regarde dans la cuisine, oh, rendez-vous au Fouquet. Tout le préambule, là, je sais pas faire ça. Je sais pas tout ce truc de... Qu'elle rentre dans l'appartement et il y a des pétales de rose qui ramènent jusqu'au lit. Je suis pas bon dans ça. Moi, si jamais elle rentre, je suis déjà nu dans le lit, en train de dire « Hey, baby !» mais tout le truc un peu romantique, je suis nul dans ça. Je vais directement à l'acte. Est-ce qu'il y a des sujets avec lesquels tu es très pudique ou mal à l'aise et dont tu parlerais pas, même sur scène? Non, le sujet le plus pudique que j'avais, c'était ma mère. Et j'en ai parlé sur scène, elle avait eu un cancer et j'ai eu besoin de dédramatiser ça parce que je l'avais vécu de façon très, 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 très bizarre. C'est que en façade, j'avais rien montré à ma mère, comme je savais qu'elle était mal et je voulais pas qu'elle voie que moi aussi j'étais mal. Donc j'ai vécu toute sa maladie, mais de façon toujours super enjouée, toujours c'est pas grave, j'étais toujours souriant. Elle m'a pas vu une seule fois pleurer. Et alors qu'en secret, je pleurais beaucoup, machin, et j'ai eu besoin de parler de ça sur scène. Donc dans mon ancien spectacle, j'en parlais. C'était vraiment le sujet le plus tabou pour moi, mais sinon non, j'ai pas de sujet tabou. Peut-être un sujet que j'aime pas trop aborder sur scène, c'est peut-être ma famille, ma famille que j'ai maintenant, c'est-à-dire ma copine et mon fils. C'est des choses pour l'instant que j'ai pas encore abordées, mais même si je pense que mon prochain spectacle sera peut-être beaucoup sur mon fils, mais là où à l'heure actuelle, j'ai pas vraiment envie de parler de tout ça. Tu vas avoir 40 ans, c'est ça? 39, mais quasiment, on est dans la quarantaine, moi. D'accord, et donc bientôt 40 ans, ouais. Pas tout de suite. Est-ce que tu te souviens comment t'imaginais le toi de 40 ans quand t'étais petit? Est-ce que ça te paraissait super loin? Est-ce que tu t'imaginais autre part que là où t'es maintenant? Déjà, quand j'étais jeune, à 40 ans, je pensais que je serais déjà un vieux, quoi, parce que quand j'étais jeune, pour moi, quelqu'un de 40 ans, c'était un vieux. Quand j'avais 17 ans ou 15 ans, tu me dis, lui, il a 40 ans, je me dis, mais il va bientôt mourir, quoi. C'est un grand-père. Donc déjà, la vie et l'évolution humaine, il faut qu'aujourd'hui, à 40 ans, on est encore bien. Heureusement, on est encore bien conservé, on est encore jeune, on est encore... L'homme de 40 ans d'aujourd'hui a plus de chances que nos parents à 40 ans, quoi. Donc non, moi, je suis content d'être où je suis. Quand j'étais jeune, je me voyais... déjà pas sur Paris, je sais pas pourquoi, je pensais pas être sur Paris. Je me voyais peut-être en banlieue, dans un pavillon, mais pas marié spécialement, mais dans un pavillon en banlieue. Et la vie a fait que je suis sur Paris et je suis pas loin de l'homme que je voulais être. Je vis de ma passion. Je suis pas riche, mais je suis pas pauvre non plus. Donc je suis aisé. J'ai toujours ma famille autour de moi.
j'ai toujours ma même bande de potes. C'est-à-dire que mes 10 amis que j'ai connus quand j'étais au collège, c'est les mêmes amis que j'ai aujourd'hui. C'est plus de 25 ans d'amitié. Non, je suis pas si loin que ça. Et si y avait quelque chose de toi que tu aimerais transmettre à ton fils, être sûr qu'il ait ces mêmes traits de caractère, et d'autres d'ailleurs que tu voudrais surtout pas qu'il ait, ça serait quoi? Ce que j'aimerais lui transmettre, c'est le goût des choses et la valeur des choses. Parce que je sais que, et heureusement, il n'aura jamais ma vie. C'est-à-dire, moi, je viens de banlieue, lui, tout de suite, il est à Paris. Moi, ma mère n'avait pas de moyens vraiment pour vraiment me donner tout ce que j'avais besoin en termes matériels. Moi, j'ai les moyens de lui donner. Ma mère n'avait pas le temps de s'occuper de nous vraiment dans tout ce qui est évolution avec ses parents, tout ce qui est vraiment... Parce qu'au-delà de l'argent, au-delà des jouets, c'est le temps passé avec ses enfants qui forment aussi l'être que tu vas être. Donc mon fils, vu que je veux lui donner tout ça, je voudrais qu'il prenne conscience de tout ça, que du temps avec ses parents, avoir du matériel, avoir sa chambre. Mon fils, il a sa chambre déjà. Moi, ma chambre tout seul, je l'ai eu, j'avais peut-être 15 ans, 16 ans, on dormait tous dans un petit appartement et tout. Donc prendre le temps de savourer les choses, mais de connaître la valeur des choses. C'est important parce qu'on oublie vraiment la valeur des choses et le respect. S'il y a vraiment un truc sur lequel je serais intransigeant, c'est le respect. Tu dis bonjour, tu dis merci, tu dis au revoir, peu importe qui est en face de toi. Tu ne dénigres personne. Pour moi, c'est vraiment les trucs importants que ma mère m'a inculqué, c'est le respect. Elle m'a dit toujours, tu respectes les gens, et c'est un truc que j'ai en moi. Je suis quelqu'un de très respectueux. Et c'est vraiment la qualité que j'aimerais transmettre à mon fils, c'est le respect, la valeur des choses. Et après, le reste, il fera ce qu'il veut. Souvent, on met le travail, machin. Si c'est pas un bosseur, bah, ce sera pas un bosseur. Si c'est pas un mec qui est brillant, il sera pas brillant. Son père était pas quelqu'un de brillant non plus. Si c'est quelqu'un qui a pas le goût des études, bah, il fera autre chose. Juste, il faut qu'il connaisse la valeur des choses et qu'il soit respectueux. Et après, il fera ce qu'il veut. Je lui mets aucune pression sur... Mon but, c'est pas que ce soit un prix Nobel. Hein. Si jamais c'est un mec qui a 0 diplôme, ça me va aussi. J'ai aucun souci avec ça. Si vous avez aimé et que vous écoutez Bonhomme sur une appli de podcast, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à commenter. Si vous écoutez sur Audible ou Spotify, c'est super, partagez. Si vous écoutez sur YouTube, vous pouvez liker, partager et commenter. On prendra le temps de vous répondre. C'était Victoire de la Maisonneuve et on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode de Bonhomme. À bientôt.